Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Aujourd'hui, nous allons explorer le mode de survie et comment le désactiver. C'est un sujet qui me touche particulièrement car pendant longtemps, j'étais cette guerrière, obligée d'être forte sans même m'en rendre compte. Simplement, épuisée par la vie, je devais tenir, ne pas tomber, avec un système nerveux en constante alerte, enclin au stress et à l'angoisse permanente. Comprendre le mode de survie, c'est d'abord comprendre que le mode de survie est une réponse de notre cerveau émotionnel aux menaces perçues. Lorsqu'on est en mode survie, notre système nerveux est en alerte constante, prêt à réagir au danger. Cela se manifeste par le stress, l'angoisse et une vigilance accrue. C'est une réaction naturelle qui a évolué pour nous protéger, mais qui peut devenir dysfonctionnelle dans un environnement moderne où les menaces ne sont pas immédiates ou physiques. Et avant de rentrer plus en profondeur, je voulais attirer votre attention sur cette notion qui est pour moi importante, essentielle. En quoi être une guerrière fait de nous une victime? Alors je sais, ça peut sembler contradictoire, et ça peut même révulser certaines personnes et se dire « Oh non, non, surtout pas. Je ne veux pas être cette victime, je ne suis pas une victime. » Au cours de mes conversations, j'ai réalisé que pour beaucoup, et pour moi la première, être une victime, c'était tout sauf ce que l'on voulait. Ce à quoi on aspirait, c'était être fort, forte, un ou une guerrière, sans faiblesse, toujours prêt pour la bataille, arme en main, qui ne flanche jamais, ou presque. Bref, surtout ne pas vouloir être une victime. Mais c'est important de prendre conscience qu'en fait, en étant un guerrier, une guerrière, on est une victime. Car si on est un guerrier ou une guerrière, si on est une victime, ça veut dire qu'il y a guerre, qu'il y a danger extérieur. Alors être guerrier, victime, ce n'est qu'une question de point de vue sur la posture prise sur cette agression extérieure. Il pourrait simplement avoir la paix. Donc si on est guerrier, guerrière, on est victime. Et inversement. Et je pense que déjà en prendre conscience, c'est la première étape pour baisser les armes et guérir. Comment se manifeste le mode de survie? Cela peut être par du stress et de l'anxiété permanente. Un système nerveux hyperactif, en alerte constante, hypervigilance. Cela peut être par une coupure de ses émotions. Pour éviter la douleur, on se coupe de ses ressentis, menant à un manque de connexion avec son intériorité. Et quand le bouton off est activé, c'est dur de le désactiver, de reprendre contact avec ce qui est éteint, caché en nous. C'est douloureux et ça peut faire peur. Ce mode de survie peut se manifester par des pensées parasites, des ruminations et des pensées négatives incessantes, mais également ce genre de pensées parasites où l'on va extrapoler, où l'on va imaginer tous les scénarios possibles et où on va souvent s'imaginer le pire. Je vais prendre un exemple qui peut parler à beaucoup d'entre vous. Lorsque l'on est en hauteur, en haut d'un très haut escalier, en regardant par la fenêtre, en haut d'une falaise, d'une montagne, avec cette sensation de vertige qui peut apparaître, on peut très vite s'imaginer tomber, voire même sauter. Et si on s'imagine cela, c'est pour que notre cerveau soit en vigilance. Le cerveau imagine le danger pour nous protéger, pour qu'on fasse 2 fois plus attention. Le mode de survie peut également se manifester par un isolement relationnel, soit de façon très concrète avec
peu ou pas de relations, soit par un manque d'authenticité dans les relations. L'impression de devoir porter un masque, la peur de se montrer tel que l'on est, ne pas oser tout dire. Et c'est un cercle vicieux. Puisqu'on est perçu comme fort, on est donc moins aidé, ce qui accroît la solitude et la nécessité de se montrer encore plus fort. Le mode de survie, cela vient également activer un besoin, une réaction, un mécanisme de défense que l'on pourrait qualifier de suradaptation. Se suradapter à son environnement, aux personnes qui nous entourent. Cela permet de créer un faux sentiment d'appartenance, un faux sentiment de rassurance. Cette suradaptation, par contre, peut nous épuiser mentalement. Elle peut rapidement nous faire oublier qui nous sommes, nous, en dehors de ces cercles, en dehors de ces environnements. Et tout simplement nous éloigner de nous, nos valeurs, notre intériorité, nos besoins, nos envies. Et comme dernière manifestation de ce mode de survie, on peut également parler du contrôle, voire du surcontrôle. Le besoin de tout maîtriser, d'instaurer un cadre, une rigidité, encore une fois pour nous rassurer. Un faux sentiment de rassurance parce que même si on essaye de tout prévoir, de tout contrôler, la réalité de la vie fait que l'on ne prévoit pas tout. On ne peut pas tout contrôler. On ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas son environnement, on ne contrôle pas les événements extérieurs à nous. Alors on entre encore plus dans des symptômes de stress et d'angoisse, mais il nous est difficile de lâcher ce besoin de contrôle, de maîtrise. Une étude de l'université de Harvard sur le stress chronique a montré que le maintien en mode survie peut conduire à des problèmes de santé mentale et physique, comme l'anxiété, la dépression et les maladies cardiovasculaires. Pour ne prendre qu'un exemple parmi de nombreux, l'une de mes clientes constamment en mode survie, après un trauma, développait des symptômes psychosomatiques sévères. Elle souffrait de douleurs chroniques, de troubles du sommeil et d'anxiété généralisée. En travaillant avec la SCAMDEN, thérapie somatique, on est allé apaiser les états internes émotionnels et physiques liés aux souvenirs traumatiques. En parallèle, on a régulé son système nerveux à travers des techniques de respiration et autres clés pour sécuriser le corps et l'esprit. Elle a progressivement et rapidement réussi à réduire ses symptômes et à retrouver un état de calme intérieur généralisé. Mais quelles sont les causes de ce mode de survie? Le mode de survie peut être activé par des traumatismes et des blessures émotionnelles. Ce sont des expériences passées, non résolues, qui laissent des traces profondes. Des informations vécues dans le passé ou anticipées dans le futur, qui suscitent encore, ici et maintenant, des émotions négatives. En fait, dès la toute petite enfance, grâce aux expériences que l'on fait de notre environnement primaire, le cerveau crée des connexions synaptiques. C'est là que le cerveau crée son architecture, non pas autour des événements positifs, ni autour des événements négatifs, mais autour des événements récurrents. Donc la chronicité des événements va modeler chez l'enfant des schémas de pensée et des croyances. Et lorsqu'il a été traumatisé, que ce soit en blessures visibles, comme des coups, des cris, des événements violents, ou que ce soit plus imperceptible,
comme avec une négligence, une carence d'amour, une carence de tendresse, et que cela est répétitif et en inadéquation avec les besoins de son développement d'enfant, son cerveau fabrique des hormones de stress pour qu'il s'adapte en plus grande quantité que nécessaire, de manière à augmenter la vigilance. Les traumatismes et les blessures émotionnelles non résolues laissent des traces profondes dans notre psyché. Ils conditionnent notre système nerveux à rester en alerte constante pour nous protéger de futures menaces, même si celles-ci ne sont plus présentes. L'une des causes du mode de survie peut également être les injonctions de la société. La pression d'être toujours performant et parfait. La société actuelle impose une pression énorme pour être toujours performant, parfait, et cette exigence constante peut activer le mode de survie, car nous nous sentons constamment jugés et insuffisants. D'autant plus à l'heure actuelle où la comparaison est facile et souvent factice, avec par exemple ce que l'on peut voir des vies des autres sur les réseaux sociaux. Et j'en profite ici pour rappeler que les réseaux sociaux ne sont qu'un aperçu partiel et souvent erroné de la réalité. Les réseaux sociaux ne sont pas la vérité. Et bien évidemment, ce qui vient accroître et augmenter le mode de survie, c'est ce décalage entre les besoins et le mode de vie actuel. Notre environnement moderne est très différent de celui pour lequel notre réponse de survie a évolué. Et cela peut créer un décalage stressant. Par exemple, les exigences de travail élevées, les difficultés financières de plus en plus présentes, l'alimentation transformée et de moins en moins qualitative, la pollution urbaine et l'isolement social peuvent maintenir notre système nerveux en mode survie. Pour compléter cet épisode, je vous invite à explorer la théorie polyvagale de Stephen Porges. La théorie polyvagale explique comment notre système nerveux régule les états de sécurité et de survie. Selon Porges, notre système nerveux autonome a 3 branches principales. La voie ventrale, qui est l'engagement social, la voie sympathique, la réponse de combat ou de fuite, et la voie dorsale, l'immobilisation. Et les traumas peuvent perturber cet équilibre et nous maintenir en état de vigilance constante. Vous pouvez également explorer les travaux de Bessel van der Kolk dans son livre Le corps n'oublie rien. Il nous montre comment le corps conserve les traumatismes et comment ceux-ci influencent notre réponse au stress. Selon lui, le trauma n'est pas seulement une blessure psychologique, mais aussi physique, car il est stocké dans le corps et peut se manifester par des symptômes psychosomatiques. En langage des oiseaux, on pourrait aller se référer aux mal-adis, les maladies. Et finalement, tout ce qui ne s'exprime pas, tout ce qui ne se libère pas, s'imprime et se cristallise dans le corps. Alors maintenant, la vraie question, c'est comment désactiver le mode survie? À mon sens, pour désactiver le mode survie, il est crucial de travailler sur les traumatismes. C'est même la base de tout. Des traumatismes, nous en avons tous et toutes, et un peu comme une cocotte minute qui monterait de plus en plus en pression. Si cette pression n'est jamais prise en compte, si cette pression ne redescend jamais, à tout moment on prend le risque d'exploser. Pourquoi attendre cette explosion? Pourquoi attendre la dernière minute pour aller apaiser et pacifier ces traumas et ces blessures émotionnelles? Et cela peut se faire à travers des thérapies comme la Scamden, la solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives,
qui aide à libérer le stress retenu dans le corps en allant à la source de nos traumatismes, pour accompagner le processus de digestion naturelle du cerveau grâce à des stimuli qui apaiseront les émotions et ressentis internes liés au trauma, et en allant switcher des perceptions et des dialogues internes associés à la problématique. Et c'est intéressant d'aller compléter ce travail en profondeur, qui peut être intense mais durable, avec des techniques de régulation, où l'on va venir réguler le système nerveux avec des respirations profondes, du yoga, de la méditation, et qui peuvent du coup calmer le système nerveux. Je vous invite à aller écouter les épisodes de podcast déjà sortis sur ces sujets et à vous tenir informé des ateliers et conférences que je mène en lien avec cela. Pour rapide rappel, la respiration profonde permet d'apaiser le système nerveux grâce à la pratique de la respiration diaphragmatique. Le yoga et la pleine conscience utilisent des postures pour renforcer le corps et calmer l'esprit. Et la méditation aide à ramener l'attention au moment présent et à réduire le flot de pensées parasites. Bien évidemment, les thérapies somatiques, encore une fois, la clé principale que je vous invite à prendre en main, ce sont ces approches sensorio-motrices qui travaillent directement avec le corps pour relâcher les traumatismes. En conclusion, reconnaître et désactiver le mode survie est essentiel pour retrouver la paix. Cela passe par la prise de conscience de notre état. Et même avant cela, je dirais, cela passe par la prise de conscience de notre statut de victime, puis par le travail sur les traumatismes et la régulation de notre système nerveux. J'espère que cet épisode vous a apporté des clés pour comprendre et agir sur votre mode survie. Merci de m'avoir rejoint sur Renaissance émotionnelle. Ensemble, nous pouvons créer une vie plus sereine et équilibrée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager vos expériences en commentaire ou sur les réseaux sociaux.